Et c'est simplement même l'aventure de l'engendrement. Quand on devient parent, c'est une banalité affligeante. Enfin, je veux dire, Oui, on est 8 milliards ça a sur Terre. toujours eu lieu. Oui. Voilà. Mais il n'empêche que quand ça nous arrive, c'est une déflagration pour aussi nos proches. Bien sûr. En fait, il n'y avait rien. Cette personne, du jour au lendemain, existe. Ouais. Comment s'assurer d'être un bon parent ? L'un des grands traumatismes de ceux qui ne veulent pas d'enfants est la crainte de reproduire les erreurs de leurs propres parents, quand d'autres se précipitent dans la grande aventure pour mieux les réparer. À tous, l'on peut affirmer sans se tromper, nous ne sommes jamais à la hauteur. Nous manquons toujours notre cible. Aucun parent n'échappe aux reproches de son enfant. Aziz Lecor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche et vous publiez « L'enfant et l'avenir de l'homme » aux éditions Albin Michel. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Alors, c'est marrant que vous ayez choisi cette citation. C'est toujours touchant de voir ce que retiennent ceux qui lisent le livre. Et là, je crois qu'on touche quand même au cœur de ce que j'ai voulu transmettre comme idée. C'est-à-dire la notion, non pas de consentement à l'enfant, parce que le consentement demanderait justement de faire un choix, d'accepter que l'enfant vienne, mais cet abandon. C'est-à-dire, à un moment, j'ai jugé que ma vie était assez belle, assez digne pour que je puisse la transmettre et devenir donc à mon tour parent, malgré peut-être des épreuves de la vie, parce que évidemment tout n'est pas, n'est pas simple et on vit tous avec des traumatismes ou des douleurs. Ça, c'est en fait le principe même de la vie. Et plus profondément, j'ai voulu écrire ce livre parce que j'ai constaté qu'il y avait, ça c'est un état de fait, une baisse de natalité conséquente. Et alors même que la natalité était au plus bas dans l'ensemble de l'Occident, dans cet Occident-là, il y avait une montée des discours militants. Donc si vous voulez, c'est pas simplement des gens qui ne font pas d'enfants et qui continuent à vivre leur vie pour eux-mêmes. Ce sont des gens qui imposent dans le débat public un discours qui consiste à dire « vous ne devez pas faire d'enfants, vous ne devez plus en faire ». Parce que soit vous êtes, donc ça ce sont ce qu'on appelle les no-kids, des pollueurs, vous allez rajouter un pollueur à ce monde, vous allez offrir à cet enfant qui n'a rien demandé un monde qui court à sa perte, puisque on voit les extinctions de masse, etc., la montée des eaux, et donc il n'y a plus rien à faire. Il y a ceux qui considèrent aussi, notamment certains mouvements féministes, child-free, donc sans enfant par choix, que la maternité, et ça peut-être qu'on y reviendra après, mais c'est quelque chose qui est assez ancien, la maternité est une aliénation, qu'elle empêche l'égalité femmes-hommes et qu'une femme ne pourrait pas être épanouie dans ce rôle de mère, qu'il faudrait d'abord qu'elle soit un agent économique, qu'elle trouve sa place dans le monde du travail. Et là, peut-être qu'on pourrait arriver à une véritable égalité, mais l'enfant l'empêcherait nécessairement. Et puis, il y a plus globalement, finalement, c'est là où je disais que vous touchez au cœur du livre, des mentalités, parce que ces discours militants se diffusent doucement, dans un monde où l'idéal de consommation est l'idéal de toute vie humaine. Et donc finalement, on en vient à se poser cette question, pourquoi est-ce que je serais dérangée dans mon existence par un autre qui, c'est vrai, lui-même n'a pas demandé à vivre, donc pourquoi je lui imposerais ça ? Donc là, on voit qu'il y a des arguments vertueux qui viennent. On a reçu Rémi Brague qui nous a dit l'acte de naissance est antidémocratique par nature. mais c'est profondément ça. Mais c'est ça qui est beau, justement, dans le fait de donner la vie, de l'accueillir, puisque c'est une relation, donc c'est mutuel. Mais il y a cette non-volonté d'être dérangé. Voilà, simplement, je ne veux plus prendre en charge quelqu'un d'autre que moi-même. Déjà, en fait, on ne se prend plus vraiment soi-même en charge. Et donc, l'autre n'est plus qu'un fardeau. Il ne peut pas m'apporter de joie, de bonheur. Il y a cette incapacité, je dirais, aujourd'hui, dans notre société, à rentrer en relation. Et donc, si je ne peux pas déjà rentrer en relation avec les autres, pourquoi rentrer dans la plus grande relation qui soit, qui est celle du parent à l'enfant ? Alors, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses très riches dans ce que vous dites, et on y reviendra. Un label qui est utilisé, c'est le label Ginks, parfois vous en parlez dans votre ouvrage, Green Inclination No Kids. Et ce qui est amusant, c'est que, pour traduire, c'est inclination verte, pas d'enfant. Dans le fond, on a retenu
le terme No Kids, et il y a une sorte de lucidité dans ce que les gens ont retenu, qui est qu'en fait la partie verte, vous l'expliquez, est davantage un prétexte par rapport à cette deuxième moitié dont vous venez de nous parler, qui est la dimension je ne veux pas que l'enfant vienne freiner mon indépendance, que l'enfant me sorte de mon confort. Il y a une peur aussi de reproduire ce qu'on a vécu. On le disait dans l'introduction, peur de reproduire des traumatismes qu'on aurait vécus, se sentir pas à la hauteur, de jeter un enfant dans ce monde, etc. Mais dans le fond, ce qui est au cœur de la psychologie du No Kids, vous en avez rencontré une dizaine, de ce que j'ai bien compris pour votre ouvrage, un peu plus, c'est cette question de l'indépendance. Est-ce que j'ai bien compris là-dessus ? Sur le cas du label Gink, c'est vraiment en effet assez parlant parce que j'ai pu discuter avec Lisa Imas, qui l'a créé en 2010. Donc elle, c'est une Américaine, elle vit à Seattle, elle n'a pas d'enfant, donc ça va, elle est cohérente. Mais en fait, elle m'a dit, de manière très honnête, qu'elle était étonnée de voir la manière dont le label avait pris aux États-Unis et comment il avait continué à vivre, parce qu'on n'en parle apparemment plus tellement là-bas, mais continuer sa vie en Europe et particulièrement en France. Donc ça, c'était assez drôle. Et elle m'expliquait qu'en fait, mais elle est très transparente, à un moment, elle s'est dit, moi j'ai toujours été très engagée dans les luttes écologistes et je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. De manière très pragmatique, puisqu'elle faisait de la com, et elle s'est dit, comment est-ce que je peux faire avancer dans le débat public l'idée qu'il est normal de ne pas faire d'enfant. Et donc, elle a associé les deux. Et donc, le slogan, c'était ne mets pas ton enfant dans ce monde, c'est une poubelle. Et là, moi, ça m'a étonnée qu'elle ne fasse même plus semblant. C'est-à-dire qu'elle a dit, c'est bon, on a gagné en fait cette bataille culturelle où on a imposé l'idée que, oui, on ne devait pas nécessairement avoir des enfants, notamment quand on est une femme. Donc moi, je le dis, mon livre, ce n'est pas une injonction à faire des gosses. Je ne dis pas aux gens, vous devez faire des enfants. Il y a certainement... je l'explique d'ailleurs, il y a d'autres... fécondités qui sont des fécondités spirituelles, etc. Mais la grosse différence, c'est justement cette question de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on peut être tourné vers les autres sans être parent, en ayant d'autres activités intellectuelles, artistiques ou autres, sociales. Mais là, quand je discutais avec Lisa, c'était vraiment, elle disait, voilà, moi, comment est-ce que je peux continuer de jouir de mon existence comme je l'entends, d'organiser mon temps comme je le veux. Et d'ailleurs, dans beaucoup de témoignages qui sont sortis récemment sur la question du regret maternel, on voit beaucoup de femmes qui expliquent, en fait, je me rends compte que je dois rentrer le soir pour chercher mon gosse qui est à la crèche. Après, je dois attendre la nounou si jamais je peux sortir. Je ne peux pas me dire, après le travail, en fait, je vais boire des coups en terrasse. Et évidemment, il y a des choses bien plus profondes, mais simplement que ces femmes soulignent ça, moi, ça m'avait profondément choquée parce que, évidemment, c'est très agréable d'avoir cette, si on peut dire, liberté d'organiser son temps comme on le souhaite. Mais je crois profondément que faire cet effort d'aller chercher son enfant à l'école ou à la crèche nous offre d'autres joies qui sont peut-être des joies plus grandes et un épanouissement à terme aussi qui rend la vie, qui donne du sens à la vie et qui la rend féconde. Oui, cette formule de regret maternel m'a vraiment profondément troublé en vous lisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement dans un phénomène où des gens préventivement choisissent de ne pas en avoir. Il y aurait, en tout cas, ça a été monté en épingle médiatiquement, je ne sais pas ce que ça représente dans la population, mais désormais carrément quelque chose de posteriori où on se dit je regrette d'avoir eu des enfants, et à chaque fois il y a toujours cette clarification qui est de dire oui, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant en particulier, mais je vois mal comment l'enfant lui-même peut l'interpréter autrement que je regrette de t'avoir mise au monde, et peut-être même j'aimerais que tu en sortes. Et je trouve ça assez difficile à imaginer de la perspective de l'enfant qui entend ce discours-là. Quand on dit je t'aime, mais je regrette de t'avoir eu, on voit bien que l'amour, en tout cas le don, en fait, l'amour et le don, je l'écris à un moment, sont les deux faces d'une même pièce. Et on ne peut pas être dans l'amour total si on est dans le regret, parce que ça veut dire qu'on ne se donne pas. Et oui, c'est ça qui est difficile dans l'aventure de la maternité et de la paternité, c'est qu'il y a la question du don. Puisqu'on est responsable de quelqu'un d'autre, on doit aussi se donner à lui. Et donc, on est toujours pris entre aussi, c'est vrai, ces désirs personnels, individuels, intimes, et puis le fait d'avoir quelqu'un d'autre en charge. Je me souviens d'une conversation qui m'avait beaucoup marqué,
avant que j'ai des enfants, parce qu'il faut préciser d'où on parle. Vous en avez 2, j'en ai une, et une deuxième en route. Et c'est une fille. je n'en dirai pas plus. Je vais perdre beaucoup de points. J'étais frappé par une conversation que j'avais eue avec un jeune papa qui me disait, il me faisait la liste de ce que ça représentait. Et très objectivement, il ne niait pas du tout le statut de contrainte à l'enfant. L'enfant était objectivement la plus grosse contrainte que j'ai jamais eue de ma vie. Pour à peu près aucune autre contrainte, vous vous leverez à 3h du matin plusieurs fois par nuit. À peu près aucune autre contrainte ne vous obligera à segmenter votre emploi du temps de telle ou telle façon. Et malgré tout, il était en train de m'expliquer que c'était quand même la meilleure décision de sa vie. Et ça, je trouve ça très fort et très contre-culturel, car c'est allier le fait que ce soit une contrainte avec un bonheur absolu, ce qui aujourd'hui est très contre-intuitif. Le terme contrainte est extraordinairement péjoratif. Et ça montre bien que on y revient, c'est un peu le fil rouge déjà de cette discussion, c'est cette conception de la liberté comme une pure absence de contrainte, en fait, nous empêche d'aller voir des choses belles, des choses qui sont un engagement, dans ce cas précis, à vie, et qui, pour autant, sont extraordinaires et magnifiques. Et j'avais trouvé ça très, très marquant, parce que je voyais à la fois une absence de mensonge. J'étais pas en train de m'expliquer que c'était pas une contrainte. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut vendre les choses. Promis, c'est 100% sans engagement. Et malgré tout, un vrai bonheur dans son visage. Et il se trouve par ailleurs que c'était votre mari. Ah oui, il s'est beaucoup levé la nuit, donc beaucoup plus que moi. Donc c'est peut-être... Et d'ailleurs, je pense que, à parté, mais que ça participe aussi beaucoup de mon épanouissement, c'est que pour le coup, on n'a pas un calendrier avec une répartition des tâches, et je ne suis pas du tout favorable à une instauration d'un délit de tâches ménagères, mais il se trouve qu'il a vraiment pris son rôle à cœur de manière très naturelle. Et moi, ça m'a permis aussi Enfin voilà, ça a été très équilibré entre nous, et je pense que peut-être qu'on en reparlera ensuite, mais la place du père aujourd'hui dans la cellule familiale n'est plus la même. Tout n'est pas acheté dans le féminisme, parce que malgré tout, il y a des avancées sociétales qui ont permis de favoriser un autre rapport du père à l'enfant notamment, et un autre équilibre familial. Simplement pour revenir donc sur ce qu'on disait, sur la question de regret maternel. Je pense que là, on touche à la question du tabou, un sujet que vous avez vous-même abordé dans votre livre, puisque je vous cite là-dessus. En fait, on considère qu'il faudrait éclater tous les tabous. D'abord, j'essaie de rappeler que les tabous, c'est aussi ce qui tient une société. Donc, tous ne sont pas bons à éclater. Et là, évidemment, ça le tient profondément à la société, puisqu'il s'agit de l'engendrement. Donc, c'est ce qui appelle aussi au renouvellement des générations, et donc au maintien de notre civilisation, de ce qui nous permet de faire corps ensemble. Et ensuite, ça pose aussi la question, évidemment, de l'enfant, de la maltraitance, parce que, je ne sais pas, je trouve que c'est... Aujourd'hui, on parle quand même beaucoup, justement, d'éducation bienveillante, etc. Et encore une contradiction de notre époque, où on est capable de dire à son enfant « je t'aime, je ne te mets pas au coin parce que c'est violent, mais par contre, j'aimerais bien que tu ne sois pas là. » Ça paraît assez dingue. Et ça, c'est une violence qui me paraît immense. Donc c'est pour ça que je trouve que ces tabous ne sont pas bons à éclater. Et par ailleurs, sur la question du regret maternel, moi, en fait, ça m'a d'abord saisie. Moi, j'ai ressenti énormément d'empathie pour ces femmes. Quand j'ai lu tous leurs témoignages, et ils sont très nombreux, et ils ont été recueillis par Donna Ornat d'abord, qui est une sociologue israélienne, et puis Astrid Lerolini qui a aussi expliqué pourquoi elle regrettait d'être mère. Mais quand on les lit toutes, en fait, il y a aussi un livre qui s'appelle Mal de mère, où il y a une dizaine de femmes qui témoignent. Elles ont un parcours soit familial, intime, en tout cas lié à leur relation avec leurs propres parents, ou leur relation amoureuse qui a été compliquée, ou même leur chemin vers la maternité qui a été compliqué. Et donc, à un moment, quand elles deviennent mères, elles n'arrivent pas à entrer dans cette relation dont on parlait avec l'enfant, elles n'arrivent pas à tisser de lien. Et en fait, moi, ce que je trouvais terrible, c'est qu'elles souffrent. Vraiment, c'est une souffrance, et donc c'est quelque chose qui demande à être pris en charge. Et là, il y a des militants féministes qui viennent plaquer un discours idéologique tout
tout fait, tout préconçu sur leur souffrance et qui les empêchent donc d'en sortir, les enferment dedans et en plus viennent expliquer aux autres femmes, attention, si vous-même vous répondez aux injonctions avilissantes de la société patriarcale, vous finirez malheureuse comme ces femmes qui ne se doutaient pas qu'elles allaient finir comme ça. Alors qu'en fait, toutes ont des chemins différents, mais il y a quand même des schémas qui se reconstituent. Celle qui n'a jamais reçu d'amour de ses parents, il y en a beaucoup qui, par exemple, expliquent qu'elles ont avorté une première fois, qu'elles ne s'attendaient pas à souffrir de cet avortement, et puis qui donc ne veulent pas avorter une deuxième fois, même si elles ne veulent pas pourtant être mères. Donc elles acceptent que cet enfant vienne au monde. Alors, pour le coup, il y a cette espèce justement de consentement. Elles consentent à ce que cet enfant vive, et elles n'arrivent pas à avoir cette première blessure réparée ou à rentrer dans ce lien, puisqu'il n'y a pas eu d'abandon, en fait. Il y a simplement eu un moment, une acceptation. Et tout ça est simplement terrible. Donc moi, c'est vraiment, sur ce point, ce n'est pas pour condamner les femmes qui disent « je regrette d'être mère », c'est condamner celles qui viennent avec ce discours préconçu. Et vous dites aussi que, en tant que future mère ou même jeune femme, vous étiez biberonnée à des vidéos anxiogènes, notamment sur Instagram, de tous les travers de la maternité qui allaient s'abattre sur vous, et affinité en tant que mère, etc. Et pour vous, quelle est la part que ce discours joue sur le fait que certaines femmes ne sautent pas le pas vers la maternité, quand bien même elles pourraient en avoir envie? Ben pareil, ça fait partie, je dirais, j'essaie de ne pas employer le mot paradoxe parce que les paradoxes, en fait, normalement, créent du sens. Là, c'est vraiment des contradictions profondément, je crois. Et en fait, c'est assez fou parce qu'on était... Je pense que, par exemple, ma mère, les femmes de son âge, donc autour de 60 ans, elles, on leur disait rien. Donc ça, c'était assez terrible. Elles ne savaient même pas vraiment ce qui se passait dans leur corps. D'ailleurs, je pense que pour ce qui est de la médecine et de la santé des femmes, on est loin d'avoir fait les avancées suffisantes pour ce qui est du respect du corps de la femme. Je crois profondément. Mais à côté de ça, il y a une sorte d'effet inverse où on a mis tout le négatif, tout ce qui pouvait se passer de plus complexe pour une femme pendant une grossesse, mais qui sont réels. Enfin, moi, je veux dire, j'ai adoré l'expérience de la grossesse, j'ai adoré être enceinte. C'est un état, oui, que j'aimerais revivre, en fait, vraiment profondément. Je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes. Et pourtant, j'étais épuisée. Voilà, et j'ai été prévenue, et j'étais contente d'avoir aussi été prévenue, notamment par le corps médical, que oui, il y a une chute des hormones quand on vient d'accoucher, donc c'est normal si on pleure pendant 5 jours non-stop. Donc bon, ça va, je me suis dit que j'étais normale, puisque j'étais au courant. Et puis, il y a quand même des signaux à surveiller pour être sûr de ne pas faire ce qu'on appelle la fameuse dépression postpartum. Mais simplement, ça, c'est le rôle des médecins. Et ça, dans leur formation, c'est important que dans le suivi des femmes, ils apportent toutes ces informations-là. Mais moi, c'était au travers des médias, notamment des médias féminins, je ne voyais rien de positif sur la grossesse. Absolument rien. Il n'y avait que des discours négatifs sur tout ce que ça pouvait créer, tout en nous disant que ça nous permettait d'être au courant et donc d'être plus libres et plus émancipés. Sauf que ça ne crée pas de sens, quoi, parce que ça, au contraire, ça nous prive de notre liberté de sauter dans cet inconnu. Parce qu'on se dit, mais attends, je fais la liste, il y a une vingtaine de choses qui peuvent m'arriver qui sont terribles. Est-ce que c'est vraiment... En fait, il faut un équilibre. Et il n'y avait pas l'équilibre dans l'aspect, on va dire, positif. Si il a commencé à se dessiner, c'était dans quelque chose aussi de fantasmé. Alors, on mettait une sorte de package pour dire tout ce qui était terrible dans la maternité. Et puis de l'autre, il y avait une image totalement fantasmée, notamment, évidemment, créée par l'essor des comptes, dans le but souvent de vendre en fait, des produits dérivés, si j'ose dire. Donc il y a toute une économie. Ça, c'est assez fascinant aussi quand on est enceinte, notre algorithme commence à tourner, à nous proposer 10 marques de vêtements qui peuvent enfin aller aux femmes enceintes qui ne pouvaient pas s'habiller correctement avant. Et maintenant, on peut être super fashion, voilà. Et tout un tas, évidemment, de produits qu'il faut avoir pour que le bébé soit bien accueilli, dans un confort total, etc. Ce qui rejoint aussi beaucoup d'inquiétudes des contemporains aujourd'hui, qui estiment que pour accueillir l'enfant, il faudrait avoir un certain niveau de vie. Et en fait,
évidemment, personne ne souhaite être misérable et accueillir son enfant dans la misère, mais ce niveau de vie, en fait, c'est pour créer des conditions de consommation. Donc, on devient toujours plus un consommateur et notre enfant est lui-même un objet de consommation. Donc, il faut qu'on puisse la sortir à notre propre tenue, à la couleur de notre canapé, qu'on fasse des belles photos pour les réseaux sociaux, etc. Et il y a une sorte de fuite en avant dans la consommation. Et donc, il y avait ces deux pendants, mais qui n'étaient jamais, je trouvais, moi en tout cas, du témoignage simplement pour dire le cœur de ce qu'était la maternité et la paternité, c'est-à-dire une expérience de l'altérité, une rencontre avec l'autre qui n'égale, à mon avis, à mon sens, aucune autre rencontre, aucune autre relation. Et puis simplement, le cœur de cette aventure, c'est quand même l'amour, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ce qui manquait. Et c'est intéressant parce que on a parlé au début du prétexte écologique qui est en fait assez faible manifestement dans le désir de ne pas avoir d'enfants. Je pense que d'autres qui existent, c'est le rapport à l'avenir. On cite souvent par exemple l'apocalypse écologiste comme un facteur qui pousserait au fait de ne pas avoir d'enfants. On a parlé du niveau de vie. Et je pense que ce qu'il faut souligner pour que les gens comprennent, c'est à quel point ces facteurs-là étaient méprisés, entre guillemets, par les générations précédentes. C'est-à-dire que le baby-boom français, contrairement au baby-boom américain, commence, certes pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même sous occupation étrangère. C'est-à-dire que là, en termes de d'effondrement de l'avenir, ça se pose là. Au même titre que les gens étaient par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, dans une pauvreté misérable et en faisaient beaucoup plus que nous aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, globalement, dans les pays occidentaux, il y a une corrélation inversée entre le niveau de vie et le nombre d'enfants. Donc c'est au fur et à mesure qu'on s'embourgeoise, pour parler de façon péjorative, qu'on se met à avoir moins d'enfants. Donc l'aspect je n'en ai pas les moyens, dans certains cas ça peut être vrai, mais globalement ça ne tient pas comme facteur explicatif de la baisse de la natalité occidentale. Oui, alors je pense qu'il y a 2 points importants. Il y a ce qu'on disait un peu depuis le début de cette discussion, c'est-à-dire l'embourgeoisement. Je pense que c'est un bon terme. C'est l'esprit bourgeois, disons. Une mentalité. Voilà, c'est... bon, je viens d'acheter mon 60 mètres carrés. J'ai un enfant, on a une chambre pour lui. On peut en caser 2. Mais 3, ça va me demander de faire une cloison en plus et je vais avoir moins d'espace et j'ai pas envie, devant mon appart, d'acheter plus. Ou, vous voyez, c'est c'est-à-dire une vision qui est simplement matérialiste. Et ça, moi, je l'ai constaté, évidemment, dans un cadre CSP+, mais pas que, parce que c'est la réflexion qu'on fait toujours. Mais enfin, est-ce que t'es pas simplement toi-même une bourgeoise qui, finalement, a les moyens d'accueillir des enfants puisqu'il faut parler un peu de soi... pour mon premier enfant, et je ne sais pas pourquoi j'étais capable de faire ce saut total dans cet inconnu, mais en fait on avait, pour le coup, on n'avait pas de thunes avec mon mari, on n'avait pas le fameux CDI qu'il faut avoir, on n'était pas propriétaire, on n'avait rien de ce qu'il fallait, puisque maintenant il faut cocher des cases avant d'être parent, et on n'avait rien de tout ça, on s'aimait juste, et on s'est dit, on a accueilli la vie comme elle est venue, et il n'y avait pas eu de plus grand bonheur pour nous. Et ce qui est drôle, c'est que je vois que cet esprit bourgeois, maintenant, où on a plus de moyens financiers, se pose ces questions qui se posent à tout le monde. Maintenant qu'on a une voiture, parce qu'à l'époque, on n'en avait pas. On va devoir en acheter une nouvelle, plus grande, etc. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on se pose des questions qui nous paraissaient avant bassement matérialistes? Elle se pose aussi pour des gens qui ont des aspirations qui sont tout à fait nobles, c'est-à-dire... mon enfant, je veux qu'il fasse des études, donc j'estime que si je dois lui payer ci, ça, je ne me retrouverai pas quand il sera plus grand. Mais de faire ces calculs, moi, je trouve ça assez effrayant, sachant que c'est un petit peu paradoxal aussi, parce qu'on est dans une société où la société française, quand même l'État, prend en charge énormément de choses, et on voit bien qu'en fait, on est dans une incapacité à faire confiance à l'avenir, et notamment en l'avenir de notre système français. Sauf que c'est un engrenage négatif, vicieux, puisque si la démographie continue de baisser, c'est sûr qu'on ne va pas sauver le système français. Et en même temps, je suis persuadée que le fait que la solidarité soit décalée à un niveau étatique, et puis au niveau individuel et familial, participe finalement de ce cycle délétère, puisque on se dit, moi je peux très bien attendre de l'État qui viennent compenser ce que je ne peux pas offrir,
Et en même temps, je crains, si vous voulez, de ne pas pouvoir répondre à mes désirs individuels. Et l'État ne peut pas y répondre. Donc, vous voyez, il y a ce truc qui s'auto-entretient et on ne se dit pas simplement, à mon échelle, moi, je vais essayer de prendre en charge ma famille parce que ces familles sont éclatées. Si vous voulez, il y a eu par un mouvement aussi d'émancipation, mais de mobilité, où les familles ont été éclatées pour répondre à des injonctions économiques. Et donc aujourd'hui, les systèmes de solidarité intrafamiliale n'existent plus. La plupart des gens qui sont venus de province pour faire leurs études à Paris ou pour travailler à Paris doivent se débrouiller comme ils peuvent pour faire garder leurs enfants quand ils n'ont pas des parents qui peuvent les aider le mercredi soir ou le mercredi après-midi, parce qu'on sait que par ailleurs, il y a un problème d'offres pour les crèches publiques, mais aussi les crèches privées. Et alors, on a parlé de la difficulté d'engendrer. Je pense qu'il y aurait une analyse plus globale et culturelle à faire, qui est qu'il y a dans notre époque une sorte de, si vous me permettez la formule, de stérilité héréditaire, qui est que, on l'a vu au moment de l'incendie de Notre-Dame, me semble-t-il, il y a eu une demande pour une reconstruction à l'identique. Ce à quoi des gens ont de façon assez sensée répondu, en réalité, on n'a jamais reconstruit un bâtiment qui a été défiguré à l'identique, on l'a toujours adapté à l'époque. Ce qui est vrai. Simplement, on s'est rendu compte que signifierait l'adapter à notre époque? Ce serait un toit en verre, ou ce serait quelque chose qui n'irait pas du tout avec le reste, et qui serait laid. Et on s'est rendu compte que, d'un point de vue architectural, notre époque n'avait pas grand-chose à proposer, en tout cas qui ne défigurerait pas un bâtiment un peu plus ancien. Et je trouve que c'est une réalisation un peu de nihilisme culturel assez effrayant, qu'on n'avait rien à proposer à un bâtiment magnifique. On le voit aussi dans le domaine de l'art et des films, la quantité de reboots, de remakes, de prequels, de sequels, où on reprend une idée qui a marché en essayant de la faire revivre. J'ai vu récemment qu'il s'avait annoncé un deuxième Gladiator, et la façon dont c'était présenté d'ailleurs était très amusant. Il parlait en anglais d'un héritage de rébellion. Contradiction dans les termes, on veut toujours faire la rébellion de nos ancêtres, rejeter le père, retuer le père une nouvelle fois, être dans la dérision, la déconstruction, mais en réalité, dans la durée, c'est de plus en plus stérile, parce que on est toujours en train de nier ce qu'ont fait ceux d'avant, on n'est jamais en train de construire dans la durée. Et il me semble qu'on a la même chose avec l'engendrement, on se pose la question dans le fond, qu'est-ce que notre collectivité a apporté encore? Et avec l'effondrement des naissances, on est très objectivement en train de dire là aussi, nous n'avons rien de plus à apporter, car par définition, une communauté qui ne se reproduit pas est vouée à disparaître. Et c'est comme si on avait un tuyau d'arrosage culturel et qui se met à s'éteindre de plus en plus, il ne reste plus que des gouttes et on affirme collectivement qu'on n'a plus rien à affirmer. On est en train de dire, on n'a plus rien à construire, on n'a plus rien à bâtir. Quel est le nouveau film culturel fort qui va rassembler une génération et qui n'est pas déjà le 10e produit dérivé d'une bonne idée d'il y a 40 ans. Et je trouve ça assez frappant et symptomatique d'une absence de créativité, une absence d'affirmation, parce que la vie, c'est quand même l'affirmation suprême, qu'on a encore quelque chose à apporter au monde, y compris un enfant et l'héritage qui va avec. Je pense qu'en effet, il y a eu une rupture dans la transmission, et ça à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que je parle dans le livre d'esprit de conservation. L'esprit de conservation, c'est pas vouloir enfermer le passé dans du formol pour ne pas qu'il bouge. Mais c'est considérer que certaines choses qu'on a reçues en héritage sont assez belles pour qu'on puisse les transmettre. Et tout ça en continuant de créer quelque chose de neuf. Donc c'est toute la différence entre réactionnaires et conservateurs. Alors je sais que les réactionnaires sont féroces avec les conservateurs, mais moi je ne suis pas opposée à toute idée de modernité. Je considère qu'il y a une forme de progrès qui est possible, mais je ne souhaite pas poursuivre le progrès pour le progrès. Dans cette fuite en avant perpétuelle où on ne sait pas justement ce qu'est véritablement le progrès. Il y a des choses qu'on a reçues et qu'il faut préserver. Et il y a eu, je crois, et je pense qu'on peut tous le constater de manière assez... dans notre généalogie, des moments, ne serait-ce que sur des thèmes culturels, des ruptures. Par exemple, moi je suis bretonne. Pourquoi est-ce que les derniers qui parlaient breton sont mes grands-parents et encore pas tous? Mais pourquoi est-ce que ça ne s'est pas transmis? Pourquoi il a fallu que même les derniers qui parlaient breton
quand on leur demandait « apprenez-nous des mots », etc. Ah non, apprends par toi-même, puisque je ne peux rien t'imposer. C'était déjà la logique qui prévalait. J'ai fait un reportage il n'y a pas si longtemps pour essayer de comprendre le succès, par exemple, des corridas, qui sont remplis depuis notamment la loi Caron, puisque ça a mis un gros coup de projecteur sur cette tradition. Et tous les jeunes qui y allaient, qui étaient nombreux, qui redécouvraient la corrida, ont dit « en fait, moi, j'y allais petit avec mes grands-parents, mais mes parents n'ont jamais voulu y aller parce qu'en fait, leurs propres parents ne leur ont pas transmis ça. » Donc, il y a quelque chose qui, d'ailleurs, se recrée entre les anciens et les tout jeunes, ce qui est assez beau. Mais on voit bien que c'est intéressant sur notre sujet parce qu'on voit bien qu'il y a eu peut-être un moment aussi entre les parents et les enfants, une incapacité à rentrer en relation, et cette relation se recrée ensuite entre les grands-parents et les enfants. Et là où je disais que justement je n'étais pas opposée à toute forme de modernité parce que c'est ce que permet aussi la vie, ce nouvel arrivant qui vient dans le monde, il pose un regard neuf sur les choses. Mais pour pouvoir poser ce regard neuf, renouvelé, il faut d'abord qu'il ait reçu quelque chose en héritage, parce que si on lui donne rien, il n'a pas cette capacité par lui-même de simplement regarder le monde et de s'émerveiller. Et ça passe aussi par la beauté, puisque c'est un peu le sujet quand on parle du patrimoine. La beauté, j'écris cette phrase, je pense qu'elle est assez essentielle. Enfin, moi, j'essaie de me l'appliquer tous les jours, c'est qu'elle demande une forme d'abnégation. Elle nous oblige, c'est pas une évidence, parce que justement, on pourrait se couler un peu dans le déclin tranquille, vous voyez, se laisser aller, parce que les airs de musique qui passent à la radio sont après tout assez entraînants et que c'est festif, mais profondément, c'est pas ça la beauté. Et donc, il y a quelque chose quand même qui demande un effort. C'est comme le fait de chercher la culture, de chercher le savoir. Ça demande un effort d'ouvrir un livre, puisque votre émission, elle s'appelle Transmission. Je pense que c'est un des mots les plus beaux de la langue française. Transmettre demande aussi de faire un effort, d'aller chercher et de demander à ceux qui sont en capacité de nous transmettre de nous offrir cela. Et la question, c'est est-ce qu'on a encore envie de transmettre aujourd'hui ? C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que ça aurait sauté une génération. C'est un peu l'analyse que fait le sociologue Jean-Pierre Le Goff dans Mai 68, L'héritage impossible, où il explique que, au nom de l'autonomie de l'enfant, justement, il y a même des termes comme autonomie infantile, on a arrêté d'imposer, c'est le terme que vous avez utilisé aussi, le terme qui est un des termes les plus péjoratifs de notre époque, imposer, suivi de près par le terme de dépendance, qui lui est toujours une dépendance affective, une dépendance pathologique. Et lui explique qu'il y a en effet beaucoup de parents qui se sont dit « Qui suis-je pour imposer ce que je pense à mes enfants ? Qui suis-je pour imposer mes valeurs ? Qui suis-je » Et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que premièrement, cette logique n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à dire « Qui suis-je pour imposer les tables de multiplication à mon enfant ? Qui suis-je pour imposer 1 + 1 = 2 à mon enfant ? Qui suis-je pour... On y est déjà. Et on y est à bien des égards. Et les gens ne comprennent pas que ça n'est pas une liberté pour l'enfant. Là, c'est pour le coup un carcan qu'on lui impose, qui est le carcan du moi, le carcan du présent, de l'immédiateté, le carcan d'une impossibilité à s'ouvrir aux autres par manque de culture et par manque de curiosité. Et également, il y a une métaphore qui est parfois utilisée, l'enfant est comme un aveugle qui cherche un mur. C'est-à-dire qu'il arrive dans un monde, il ne connaît rien, et la limite est pour lui une espèce de rampe, comme on descendrait un escalier, qui lui permet de se cramponner et de mieux visualiser l'espace dans lequel il est, avec des interdits, et donc une sorte de chemin qui se trace pour lui et qui est réconfortant. Tandis qu'on se dit, je ne vais rien imposer à mon enfant, c'est l'éducation bienveillante dont vous parlez, on pourrait parler d'éducation positive, mais qui n'est en fait qu'une variante de cette liberté négative, qui est une absence de contrainte, qui avant était une idée réservée aux majeurs, en quelque sorte, et qui, à la sortie de 68, a dégouliné, si je puis dire, jusqu'aux mineurs. On va dire, désormais, vous aussi, même à 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, vous êtes cet être libre auquel on n'imposera rien, et vous serez libre de vous perdre, en quelque sorte, sans aucun interdit, aucune limite, qui, comme vous le rappelez, est un don. Je pense que, évidemment, il y a eu beaucoup Enfin, je parle notamment de Françoise Dolto, mais cette idée de ne pas imposer à un enfant, c'est quelque chose que je pense qui a commencé avec finalement peut-être notre génération et qui est aujourd'hui flagrant. Et d'ailleurs, ça crée beaucoup d'incapacité ensuite pour les nouvelles générations à pouvoir
faire leur place dans une entreprise parce qu'ils n'ont jamais eu de règles fixes. Donc, comment est-ce qu'on peut accepter une hiérarchie? D'ailleurs, on les déconstruit, on crée une start-up où tout le monde est sur le principe, soi-disant, à la même échelle et finalement pas du tout. Donc, ça crée beaucoup de difficultés relationnelles. Et je pense que, on le voit, ça crée, comment dire, d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi, beaucoup de gens m'ont dit, quand je vois les enfants des autres, ils font de leur mieux. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que les gens se disent, c'est bien, ils imposent pas, je vois, ils sont gentils avec leurs enfants, ils essayent de les comprendre, donc ils sont dans une psychologisation excessive de leur relation à l'enfant. Et en même temps, en fait, leurs gosses me saoulent. Vraiment, je peux pas les supporter parce qu'ils crient tout le temps. Ils font jamais le lien entre les deux. Et ils ne font pas le lien. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup étonnée. Et parfois, on se retrouve toujours, quand on est parents, dans des situations gênantes parce que nos enfants, de toute façon, même si on essaie d'imposer des règles, ils ne nous écoutent pas. Voilà, je raconte chez des amis mes enfants qui vident les jeux de cartes et une fille que j'aime beaucoup, qui a d'ailleurs témoigné pour mon livre, qui me dit « Mais mon Dieu, en fait, c'est insupportable un enfant. Comment tu fais pour être aussi zen et souffler autant ?» Alors là, j'étais pas chez moi, donc voilà, j'allais pas faire une esclandre pour un jeu de cartes par terre, évidemment. Faut mettre des échelles, mais ça participe aussi, cette éducation positive, à évidemment ne pas pouvoir gérer les enfants et donner de moins en moins envie à d'autres d'en faire parce qu'ils se disent « Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse et je ne pourrai jamais gérer cette tornade qui est sans limite. » Et c'est justement en posant des limites qui, à mon avis, un véritable cadeau, c'est de pouvoir offrir à ses enfants des limites. Et il sait comme ça dans quel espace, au sens large, il peut se retrouver, qu'on est capable aussi de créer des futurs adultes ensuite. Parce que sans ça, les enfants sont comme lâchés, si vous voulez, dans la nature. Et j'essaye d'expliquer comment se crée la notion de responsabilité. La notion de responsabilité, quand on a un nouveau-né dans les bras, on comprend tout de suite que ce petit être, il peut mourir si je ne lui apporte pas des soins de base. Et donc là, on répond à l'appel simplement de la vie qui est, bon, cet enfant, j'en ai la charge et je vais en prendre soin. Et au départ, c'est très grégaire, quoi. On change les couches, on lui donne à manger, on le met au lit dans la bonne position, etc. Et puis petit à petit, quand la vie s'éveille, on doit répondre de l'altérité vraiment, où on comprend qu'on a finalement un être libre, profondément en face de nous, qui va être capable de développer sa propre pensée, qui est déjà capable, en fait, c'est ça qui est fascinant, même chez un petit enfant, c'est qu'il est né avec son caractère, avec sa personnalité, et ça, on ne peut pas la changer. Et c'est tant mieux, et c'est évidemment ça qui est magnifique dans cette expérience-là. Mais en lui offrant un cadre, c'est ça qui va lui permettre de vraiment développer son potentiel, développer qui il est. Sinon, c'est vraiment c'est l'enfant sauvage, si vous voulez. Oui, et moi j'étais très marqué il y a quelque temps par un trajet que j'ai fait en TGV où je suis tombé sur un père qui essayait à peu près de travailler pendant qu'il avait ses 2 enfants dans un carré. Et ses enfants ont commencé à le chahuter progressivement et il leur disait rien ou quasiment rien. Et l'apothéose de cette séquence, je ne saurais pas très bien expliquer ce qui lui est passé par la tête, c'est qu'il s'est allongé sur 2 sièges et sur chacun des sièges, il avait un de ses enfants debout sur le siège et debout sur lui, en train de lui sauter dessus à pieds joints en criant. Et il a fait un bon 15-20 minutes du trajet comme ça, où là je me suis dit, premièrement, à cause du fait qu'il ne leur a manifestement jamais dit non, il y a tout un wagon qui va devenir No Kids, en tout cas tout un wagon qui va se dire si c'est ça les enfants, moi j'en veux pas. Par ailleurs, même ceux qui en avaient comme moi se disent ce trajet est insupportable. Et enfin, mais presque d'abord, pour lui, il a passé un trajet à se faire sauter dessus à pieds joints par des enfants quand même de plusieurs années. Ça devait être odieux. Et parce qu'il s'est dit, je ne vais pas être méchant, j'imagine, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas leur dire non, je ne vais pas leur poser de limites, il a créé une situation horrible pour lui, horrible pour les gens autour de lui, et renforcé l'idée qu'il faudrait des zones No Kids qui se développent, comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, un peu partout, des mariages sans enfants, des cinémas sans enfants, ou que sais-je, en tout cas des endroits où les enfants sont interdits. Parce que, en effet, si c'est ça les enfants, les gens vont se dire oui, je ne veux plus jamais en revoir de ces trucs-là. Sans oublier qu'ils auraient pu en être un jour, évidemment. Mais en voyant ça, je me suis dit cet homme n'a pas compris ce qu'il se fait subir à lui-même et ce qu'il fait subir aux autres.
C'est très court-termiste, en fait, l'absence de nom. Oui, absolument. Et je pense quand même il faut aussi dire qu'un enfant, par ailleurs, c'est un être qui n'est pas fini, puisqu'il est en train de se socialiser. Enfin, voilà, c'est notre rôle, justement, de parents, de lui permettre, en lui posant des limites, de devenir une personne qui ensuite peut vivre en société. Et c'est d'ailleurs le rôle premier de la famille. C'est ce que j'explique quand je parle de cophilie, terme que j'emprunte à Roger Scruton. C'est la famille est la première communauté où on peut apprendre les règles élémentaires de vie en société. C'est-à-dire, on entre en relation à l'autre. D'abord l'enfant avec sa mère, puis avec son père. Et on apprend des règles très basiques comme la politesse, par exemple. Ce qui nous permet ensuite, d'ailleurs la beauté aussi, ça c'est essentiel justement. C'est les premiers endroits où on peut peut-être transmettre des choses à notre enfant qui a trait simplement à, je sais pas, l'observation de la nature ou la découverte de l'art, voilà, à différents niveaux. Et ensuite, ce qui permettra à cet enfant de devenir aussi un être dans une société et de vouloir la préserver pour ce qu'elle a de beau, ce que porte notre civilisation. Je pense qu'il y a quand même de grandes choses à préserver. Et tout ça va ensemble. Et je dirais même que ça va plus loin, puisque c'est quand même aussi une réponse aux No Kids, même si je pense qu'ils sont minoritaires, mais à l'amour de l'humanité dans ce qu'elle a de grand, puisque il s'agit de la préserver aussi une vie, pas seulement la nature, mais une vie authentiquement humaine sur Terre, puisque si on souhaite préserver ce que d'aucuns appellent la planète, moi je dis la Terre, parce que je préfère la nommer, eh bien c'est simplement pour qu'on puisse y vivre en bonne santé. Et dans les meilleures conditions possibles, en préservant ce qu'il y a de plus beau. Parce que c'est ça aussi, la beauté de la création, c'est quand même ce qui nous éveille et ce qui nous rappelle peut-être aussi que nous sommes profondément des humains. Et je crois qu'il faut aussi, pour revenir à la question des enfants insupportables, bah oui, les enfants parfois ils sont insupportables. Ouais. Et il faut accepter de ne pas être un bourgeois, en fait, de ne pas être déjà dans cette... J'ai rien du tout contre les bourgeois, au contraire, parce qu'ils ont transmis énormément, notamment la culture, mais sur cet esprit bourgeois. Profondément, c'est je ne supporte pas, parce que je suis dans mon trajet, qu'il y ait un cri d'enfant, ou qu'il y ait simplement un enfant qui babille. Et acceptons aussi de voir avec une certaine forme d'émerveillement ce qu'est la vie dans ses premiers âges. Mais après, avec des limites. Bien sûr, mais ce qui paraît terrible, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a moins d'enfants, ce qui s'annonce mathématiquement avec la natalité qu'on a, les gens en auront moins élevé déjà, mais même moins côtoyé. Ce qui fait que quand on ne connaît pas, on trouve ça insupportable. On les imagine, dès qu'il y en a un qui crie, par principe mal élevé, alors que non, un enfant, ça crie une fois de temps en temps. Et donc, je pense qu'il y aura une plus grande réticence encore à la présence d'enfants un peu mécaniques, simplement par l'absence de... Par le fait de ne pas les avoir côtoyés. Et là, notamment, on a toute une génération de jeunes femmes qui n'ont pas la même expérience, je dirais, que leur mère et leur grand-mère dans le fait simplement de côtoyer des enfants. Et beaucoup qui hésitent à se lancer, je pense, parce qu'elles n'en ont jamais connu de leur vie, quasiment. Ou alors une fois à Noël, et vraiment de façon très, très ponctuelle, et qui, du coup, sont face à une espèce de vertige complet, d'un inconnu total qui fait peur, assez logiquement, et qui, ne les ayant plus côtoyés, vont voir ça comme des extraterrestres ou des choses vraiment qui ne peuvent pas du tout anticiper et imaginer. Oui, c'est très juste, mais d'ailleurs, ça marche pour... pendant longtemps, on a énormément parlé de la difficulté pour différentes générations à rentrer en lien et en contact. On en a parlé avec aussi la population vieillissante. Et puisque la population vieillit de plus en plus, et qu'on ne veut pas... si on est un petit peu humain, que nos vieux soient mis dans des EHPAD qui sont des mouroirs. Des parcs. Et absolument, il faut qu'on les visite, qu'on crée du lien et qu'on apprenne à les connaître. Parce que c'est aussi ça, c'est une vraie difficulté, en effet. Comment est-ce que je vais vers cette personne qui est en plus... En fait, ça crée des angoisses dans les deux sens. Parce qu'une personne âgée, c'est moi, normalement, dans quelques années, dans plusieurs années. Mais ça, on n'aime pas voir. Et avec toutes les difficultés qui sont celles de la vie et du vieillissement. Et de la même manière, quand on est face à un enfant, on est totalement désarmé parce que il y a encore cette forme d'innocence dans le raisonnement, dans la manière de voir les choses et parfois d'oser dire des choses qu'on n'ose plus dire quand on est devenu adulte. Et tout ça est désarmant. Et donc, en effet, c'est assez nécessaire, mais je pense que du coup, ça va dans les deux sens, d'essayer de rencontrer finalement ces différents âges de la vie.
Et moi, ce qui m'avait frappé également avec la découverte de l'enfant, c'est que il y a un émerveillement extraordinairement accessible chez eux. C'est-à-dire que on m'avait expliqué, par exemple, que c'était bien de mettre le landau en dessous d'endroits avec des poutres à la verticale, parce que c'était déjà fascinant. Tu sais, pour les enfants, les regarder comme ça. Alors, les gens ne voient pas, mais nous, au-dessus de nous, on a une sorte de damier qui serait, mais vraiment, mais là, l'apothéose de la technologie Oui, pour noir et eux. blanc en plus. Exactement, la différence, on a 2 couleurs, mais c'est déjà énorme. Et ça les passionne. Et nous, c'est une espèce d'appel à l'émerveillement qui essaie de voir la réalité à travers des yeux d'enfants, en se disant, eux, ça les fascine, nous, ça nous blase. Nous, quand on nous dit, est-ce que tu veux voir un film et qu'on l'a déjà vu, on n'a plus envie, alors que eux, ce serait déjà une apothéose de couleurs et de visuels. Et je trouve que ça aide à se replacer au plus petit niveau de l'émerveillement, qui est une posture existentielle face au réel, qui est un choix, et non pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur, pour le coup, qui est de décider de trouver les choses belles quand elles le sont, et non pas d'avoir cet esprit qui, je trouve, beaucoup trop répandu aujourd'hui, espèce de cynisme blasé, d'avoir tout vu. Christopher Lage, dans La culture du narcissisme, en parlait un peu, il raconte des témoignages d'enfants qui vont au cirque, et il y a un clown qui met sa tête dans la bouche d'un tigre, et la description, c'est le tigre aurait pu le dévorer, et l'enfant n'aurait même pas cligné des yeux, tellement il était habitué à avoir déjà tout vu. Et les écrans ont accéléré massivement ce processus-là. Et l'enfant, de par sa fascination pour des choses toutes petites, est une invitation à se replacer à ce niveau-là, et à réembrasser le réel et l'existence avec une saveur nouvelle et un émerveillement nouveau, me semble-t-il. C'est vraiment un regard renouvelé sur l'existence. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que, en fait, il nous rappelle simplement des choses qu'on sait déjà, mais qu'on avait oubliées, je trouve, en tant qu'adulte. Je l'ai raconté, et j'en parle dans le livre, mais pour moi, c'est la première fois où j'ai compris ça, en tout cas vraiment de manière aussi foudroyante avec mon fils. C'est quand je l'emmenais à l'école, petite section de maternelle, et déjà, alors que je lutte contre ça, mais je le pressais. Parce que moi, j'ai le travail, il allait être en retard, il faut qu'il soit à 30, voilà. Il était presque 30, donc c'est allez vite, 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 on se presse. Et il s'arrête. C'est hyper énervant. Ouais. Donc je dis, en fait, tu te dépêches. Et quand même, j'ai regardé où est-ce qu'il regardait lui, et il regardait ses feuilles qui tombaient. Et ça m'a hyper émue parce qu'il m'a dit, mais maman, elle tombe. En fait, oui. Bien sûr. Et c'était hyper beau parce que, moi, je faisais ça enfant. C'était vraiment l'automne, a toujours été ma saison préférée. Et j'ai raconté déjà cette anecdote. Et d'autres parents ont réagi à ça. Ils m'ont envoyé, par exemple, un livre qui s'appelle Vite, vite. Incroyable. Et la couverture, c'est une maman avec son petit garçon. Et le petit garçon, il regarde les feuilles tomber. Et la mère, elle le presse. Et en fait, elle s'arrête. C'est dingue quand même. Ouais. J'ignorais tellement l'existence de ce bouquin. Donc, je vous conseille si vous avez des enfants. Et on voit que c'est des choses universelles. En fait, c'est pour ça, c'est des banalités. Ça peut paraître super niais de regarder des feuilles tomber. Mais en fait, c'est pas niais du tout. C'est l'essentiel peut-être de la vie, de ces moments de beau. Je veux dire, on habite, nous, en milieu urbain. Au milieu du béton, il y avait quand même ces feuilles qui tombaient avec cet arbre qui était assez majestueux finalement. Et on n'était même pas capable de le voir, alors que c'est sur notre chemin quotidien. Et mon fils m'a permis de le voir de nouveau. Et je crois que les enfants ont pour un certain nombre de choses. Par exemple, le langage, ça c'est fascinant quand ils commencent à apprendre à parler, parce qu'ils créent des signifiants qui n'existent pas, mais qui de fait, nous-mêmes nous font redécouvrir des mots, etc., puisqu'ils les associent de manière parfois assez absurde, et c'est génial. C'est vrai. Il y a tout un tas de choses comme ça, et je pense vraiment que leur regard nous donne à voir ce qui est beau, et ce qui est aussi bon, dans des choses très simples, c'est il est gentil, il est méchant. Donc évidemment, on n'est pas dans quelque chose de très complexe, mais c'est pas, justement, ce n'est pas il est gentil, il est méchant, ce n'est pas politisé, c'est quelque chose de très simple, dans le rapport à l'autre. Pourquoi est-ce que il a pas voulu jouer avec moi ? Et on rentre comme ça dans des questions profondément existentielles, mais par une naïveté et par une simplicité, puisque le langage n'est pas établi et n'est pas développé, de mots aussi. Et notamment un très fort rapport à l'injustice. C'est pas juste qu'il est dégainé très rapidement. Et alors on avait reçu ici le psychanalyste Ruben Rabinovitch, qui avait
qui m'avait cité un jour, il faudrait que je le retrouve, un intellectuel russe, qui avait dit quelque chose de l'ordre de le judaïsme, c'est débanaliser l'existence. Et c'est une très belle formule des choses en effet banales, mais qui dans le fond ne le sont pas, et qui sont les feuilles qui tombent, par exemple. Et c'est simplement même l'aventure de l'engendrement. Quand on devient parent, c'est une banalité affligeante. Enfin, je veux dire, Oui, on est 8 milliards ça a sur Terre. toujours eu lieu. Oui. Voilà. Mais il n'empêche que quand ça nous arrive, c'est une déflagration pour aussi nos proches. Bien sûr. En fait, il n'y avait rien. Cette personne, du jour au lendemain, existe. Ouais. Et enfin, là, je trouve qu'on rentre dans des questions d'ordre métaphysique, mais on sait qu'il y a, enfin, je crois, au moment de cette rencontre, quelque chose qui nous dépasse. Ah, bien sûr. Mais oui, on a généré un individu. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Ah, il reste du travail, mais il y a eu quelque chose à partir de rien. Enfin, il y a eu, non, c'est très juste. Non, il y a plein d'autres sujets. Et pour rebondir, c'est tellement même fascinant cette rencontre c'est qu'avec chaque enfant, donc vous allez le découvrir bientôt, mais ce sera certainement différent entre. Il y a aussi l'aspect, je pense, de l'aîné, etc. Mais entre chaque enfant, moi j'en ai que 2, mais j'entends ceux qui en ont 3, 4, etc. C'est à chaque fois une rencontre différente parce que chaque enfant est une personne différente. Et donc ça, c'est fou aussi. Oui. Ce que les gens disent souvent, c'est qu'on a le sentiment de faire la même chose et pour autant, ils sont radicalement différents. Oui, on sait que, tiens, j'ai des contractions toutes les tant de minutes, bon, va falloir y aller. Donc là, hop, on rentre dans... Et même ça, c'est une surprise parce que ça ne se passe jamais de la même façon. Oui. Et puis ensuite, il y a le lien qui se crée de manière très différente. J'en parle dans le livre. Le premier, j'avais l'impression de le connaître. Enfin, voilà, c'était une rencontre, mais c'était presque comme si il sortait du fond des âges. Enfin, je veux dire, je rencontrais quelqu'un que je connaissais et juste simplement qui ne m'avait pas été encore présenté. Pour mon deuxième fils, déjà, j'ai pas... nous, on ne savait pas les sexes, mais j'ai pas su deviner si c'était un garçon ou une fille. Finalement, c'était assez secondaire quand on rencontre son enfant. Ouais. Mais vraiment, je voyais ce visage qui était totalement semblable à celui de mon mari. Donc, ça va, je savais déjà qu'il avait quand même un lien avec nous, mais je ne savais pas qui il était. Et ça s'est créé très vite, évidemment, ce contact de la peau, etc. Mais il a fallu cet apprivoisement pour que l'amour surgisse de manière tout aussi éclatante que pour l'aîné. Mais c'est juste pas la même manière d'apprivoiser l'enfant. Et ça, je pense que c'est important aussi de le dire pour les mères qui s'inquiéteraient, qui imaginent qu'en fait, quand on a un enfant, c'est toujours la même chose, ça devrait être une réaction universelle de « ça y est, je suis mère et je rentre en lien avec l'enfant tout de suite ». C'est une explosion d'amour. Ça peut être, je pense, à chaque fois différent. Et puisque c'est un autre, une altérité, qu'on ne la connaît pas, qu'on n'a pas de pouvoir sur elle, il faut aussi l'apprivoiser. Parce que c'est un individu à part, quoi. Vous avez parlé d'altérité et je pense que c'est clé parce qu'il y a trop souvent eu une sorte de volonté de rendre l'institution familiale comme étant quelque chose d'intrinsèquement poussiéreuse ou qui tourne sur elle-même et incestueux au sens propre, qui est de ne pas chercher à aller en dehors de sa base. Alors qu'en réalité, la famille, pour survivre, passe son temps, à plusieurs niveaux, à, synthétiser de l'altérité. C'est-à-dire que, déjà, il y a la naissance, qui est un être radicalement nouveau qui rentre dans la famille. Donc ça, c'est un changement. Le club famille s'étend et intègre de nouveaux membres. Mais il y a également, plus tard, lorsque ces mêmes enfants se marient et ramènent quelqu'un d'autre, là, on a le besoin de créer une nouvelle culture familiale qui intègre des gens différents. Et là, on ne peut pas simplement rester sur ces petites traditions et sur ces façons de faire. Il y a également des accommodements à trouver, une assimilation à faire et une difficulté parfois à intégrer cette altérité. Parfois, ça se termine très mal. Parfois, l'altérité est trop éloignée et on n'arrive pas à refaire un. Et ça, c'est un travail de tous les instants de recréer une norme qui a intégré des immigrés, en quelque sorte, au sein d'une structure. Et alors, oui, ça c'est vraiment essentiel parce qu'on a souvent cet argument assez absurde des Child Free, des No Kids, qui est de dire mais c'est égoïste de faire un enfant. Bon, je sais pas, d'ailleurs, c'est pas très construit cet égoïsme, on sait pas trop, parce qu'en fait, un enfant, on le fait absolument pas pour soi. Non. Parce que justement, quand on découvre cette altérité, on voit bien qu'on n'a pas de prise sur elle. Ouais. Et c'est
Enfin, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et quand cet enfant grandit, ce regard renouvelé qu'il peut nous apporter dès le début de son existence, il nous l'apporte tout au long de notre vie. Moi, je l'ai vu avec mes propres parents. Ils ont énormément changé depuis quasiment 30 ans. Ils n'ont plus les mêmes opinions politiques, ils n'ont plus la même façon de voir le monde. Et c'est aussi à notre contact, parce qu'on leur a apporté nos points de vue, qu'ils ont évolué sur un certain nombre de choses. Et ensuite, quand, en effet, on construit notre propre famille, alors nous-mêmes, on évolue, on change, mais ils sont obligés eux aussi de s'adapter. Oui, Donc il y a quelque chose qui est tout l'inverse de l'égoïsme et du rabougrissement sur soi, qui est de l'expansion et de l'ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément dans, je dirais, le champ lexical, l'ouverture à l'autre, qui est très présent aujourd'hui, que, dans le fond, la même époque a engendré le non-engendrement et a arrêté d'en faire. Alors que ça demande, comme vous dites, un décentrement, et vous dites que les enfants sont des remèdes au narcissisme. Je trouvais cette idée intéressante. Le narcissisme, en tout cas chez Lâche, c'est le fait d'être auto-centré et souvent assez anxieux. Il prend l'image de la femme face au miroir qui se scrute de façon inquiète, et l'enfant aide en fait à retirer le miroir parce qu'on a autre chose à faire que de penser à soi. On pourrait bien dire qu'on a moins le temps de se maquiller le matin parce qu'il faut s'occuper de l'enfant symboliquement, et oblige à une focalisation sur l'autre, pour de vrai cette fois-ci, et ce décentrement de soi est souvent précisément la meilleure façon de se trouver. C'est-à-dire que c'est en s'oubliant un peu, en faisant tomber un peu le miroir pour se concentrer sur autre chose, qu'on finit par s'accomplir, qu'on finit par se trouver un rôle dans la vie, au moins le rôle de parent, de mère ou de père, c'est déjà pas rien, et en tout cas de s'accomplir précisément en s'oubliant, parce qu'on est concentré sur autre chose que soi. Et ce qui est intéressant, c'est que le désir déjà déniché, je dirais, par les Grecs, d'hubris et d'immortalité, de vivre éternellement, d'être comme des dieux, etc., ce qui est une très vieille idée à la fois dans la mythologie et dans la théologie, a trouvé, disons, son assouvissement légitime, disons, ou bénin dans le fait d'avoir des enfants, et qu'en l'absence d'enfants, pour avoir son espèce d'immortalité terrestre dans le nom de famille, à minima, les gens se tournent vers d'autres façons de devenir immortels. On a Elon Musk qui veut nous rendre immortels via l'IA et de mettre nos cerveaux dans des puces. On a la volonté d'aller sur d'autres planètes, et l'expansion, n'étant pas dirigée vers l'engendrement et vers l'enfant, trouve d'autres fertilités, disons, moins naturelles et moins saines sans doute que celle que de décentrer de soi-même vers l'enfant en question. Et parce que je pense que profondément, on ne peut pas être seul. L'être humain n'est pas fait pour s'aimer lui-même uniquement. Enfin, il est malheureux. D'ailleurs, une illustration de ce phénomène, c'est le pet parenting. C'est des adultes qui ne font pas d'enfants, mais quand même ont un animal de compagnie qu'ils considèrent comme leur propre enfant. Mais évidemment, il n'y a pas la même relation, c'est ce que j'explique dans un chapitre du bouquin. Un chien, il ne peut pas dire merde à sa mère, à sa maîtresse, et il ne peut pas non plus lui dire je t'aime. Donc il n'y a pas la même profondeur de relation, et en même temps, ça montre simplement aussi que les individus ne peuvent pas s'occuper que d'eux-mêmes, ils ont besoin de porter du soin à quelqu'un d'autre. Et donc ils le font avec un animal parce que ça demande peut-être moins d'engagement, mais il n'empêche que, par exemple, Hélène Gatto, qui a écrit un livre sur le sujet, elle dit « Je me suis mis un petit filet à la patte ». Parce qu'on a besoin quand même de ça, de se contraindre à sortir telle à telle heure notre animal et apporter de l'amour à quelqu'un. Et en lui apportant, on s'en apporte aussi. Enfin, vous voyez, sauf que là, c'est un... moi, j'ai pas de problème avec les animaux, je trouve ça même plutôt positif d'en avoir, mais ça ne remplace jamais, évidemment, une personne humaine. Enfin, ce n'est pas du tout le même type de relation. Et sur la notion d'anxiété et de narcissisme, je pense que ça, c'est vraiment clé. Au début du bouquin, j'essaie d'expliquer, sans me moquer, parce que je pense que ce sont des véritables angoisses, la question de l'éco-anxiété. Il y a énormément de personnes qui se disent éco-anxieux aujourd'hui, notamment dans la jeune génération, et particulièrement les femmes. Et elles sont tellement éco-anxieuses, du coup, qu'elles ne feraient plus d'enfants. Évidemment, moi aussi, si je m'arrête 5 minutes devant le spectacle de la destruction d'un certain nombre de choses dans le monde liées à la crise climatique, bah oui, je suis effrayée. Enfin, je veux dire, qui ne le serait pas ? Mais profondément, je crois que
quand on a un enfant, on veut agir, en fait. On veut se mettre à œuvrer. On n'est pas simplement là à se morfondre et à se morfondre dans sa propre angoisse, si vous voulez, qui est aussi un narcissisme. Ouais. On se regarde anxieux, donc on se dit c'est bien, regarde, moi j'ai peur pour le monde, et toi, que fais-tu? En fait, quand on engendre, on fait aussi en sorte ensuite que le monde dans lequel on a mis notre enfant soit meilleur. Et c'est peut-être pas toujours évidemment éclatant et concret, mais c'est vraiment un regard différent sur l'existence. Et dans cette logique de ne rien imposer à l'enfant, on l'a poussé à bout jusqu'au fait de ne pas lui imposer l'existence. Et en fait, la liberté négative s'autodétruit dans la durée parce qu'on finit par dire cet enfant, je ne veux rien lui imposer, y compris l'existence. Oui, bien sûr, ce serait un fardeau de vivre. Absolument. Alors que ce monde est terrible à tout point de vue. Il y a des guerres, il y a la crise climatique, et pourtant ça a toujours existé. Et sur les animaux, ça mérite qu'on s'y attarde un peu. On a reçu ici Paul Sugy, sur lequel on a parlé de la question d'antispécisme et notamment du rapport changeant à l'animal. On a fait remarquer notamment que au Royaume-Uni, j'ai vu ça de mes yeux, il y a des calendriers de l'Avent pour chiens, ce qui est un des signaux faibles de ce changement. Il y a également des poussettes pour chiens qui sont très répandues. Oui, et en Corée du Sud, ils vendent davantage de poussettes pour chiens que pour humains. Alors, à propos de petites tranches de notre avenir possible, j'ai vu également, j'ai fait un séjour encore en Californie, et je pense sincèrement avoir vu nettement plus d'animaux de compagnie que d'enfants lors du trajet. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on s'y dirige mécaniquement, mais en tout cas, on est plutôt bien parti pour ça. Ça implique un espace public radicalement différent. Je connais par exemple le petit village de Vernon en Normandie où ont ouvert le premier bar à chiens. Peut-être que dans 5 ans, il y en aura 3. Peut-être que dans 10 ans, il y en aura 25. Et peut-être que par ailleurs, les crèches fermeront au fur et à mesure. Et là, on aura un remplacement de l'un par l'autre. Pourquoi est-ce que je parle de remplacement de l'un par l'autre ? Et j'ai vu moi-même dans ma psyché des rapprochements étonnants entre la catégorie animal de compagnie et la catégorie enfant. Mes parents ont un chat. Avant que j'aie d'enfant, ça faisait partie des grandes perspectives de ma vie, c'est quand est-ce qu'on allait le revoir. C'était génial. À partir du moment où j'ai eu un enfant, ce sujet est devenu extraordinairement secondaire, et c'est toujours sympa de le croiser, mais vraiment ça reste là. Et autre chose amusante là-dessus, pendant très longtemps, à chaque fois que je croisais ma fille, je m'amusais à lui tirer la langue en espérant qu'elle réciproque. Je suis un très mauvais parent là-dessus, et elle le faisait. Et il m'est arrivé, et je me suis senti absolument débile, de faire ça en croisant le chat de mes parents, en tirant la langue, en s'attendant à ce que le chat réciproque. Évidemment, il ne le fait jamais, mais je me suis rendu compte que j'avais cette espèce d'impulsion inconsciente d'associer la petite chose mignonne dans les deux cas, dans la même case mentale, et d'alterner entre l'une et l'autre lorsque je les croisais. Et donc, ça ne me paraît pas fou, je n'ai pas d'études sur la question, mais de dire qu'il y a vraiment eu une substitution dans la catégorie choses à materner, ou en tout cas choses dont il faut s'occuper, choses auxquelles je peux donner mon amour, chose qui va être l'objet de mon amour, une substitution de la catégorie animale, surtout idéalement mignon, à celle d'enfant. Oui, alors je pense que profondément, pour pouvoir se reconnaître dans un autre, il faut qu'on soit le même. Donc c'est pour ça que de manière assez flagrante, quand vous tirez la langue à un chat, il ne vous répond pas. Non, étonnamment. Et pourtant, on sait qu'un chat a beaucoup de vertus, notamment quand on le caresse, il ronronne et c'est très apaisant, et il y a une relation qui se crée, mais qui n'est pas du même ordre qu'une relation à un être humain. Et ce que vous dites sur la face de l'animal, c'est la différence avec le visage, profondément. Oui. Un enfant, un être humain, simplement, il a un visage, et c'est ça qui crée toute la différence de catégorie. On n'est pas un animal comme les autres quand on est un être humain. On est un animal conscient, capable de produire une pensée, capable de s'émanciper, capable de liberté. Ce que n'est pas l'animal de compagnie qui dépend de son maître. Et je crois profondément que... Comment dire ? Ça dit aussi beaucoup de comment dire, la manière dont sont brouillées les frontières entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade de déconstruction. En effet, en fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez dit on ne fait plus d'enfants, on ne veut même plus obliger l'enfant à vivre. Et donc, on considère qu'on peut déconstruire absolument toutes les parcelles de l'existence humaine, et qu'on peut même déconstruire toute forme de hiérarchie, puisque du coup, on serait un animal comme un autre.
Et donc, après tout, on peut faire famille. C'est la fameuse formule consacrée avec son chien. Donc, je fais famille comme je l'entends. Et évidemment, je sais que c'est la partie la plus polémique à aborder. Mais cette déconstruction de la famille, elle s'est d'abord faite en écartant de la sphère familiale ceux qui la composaient. Donc le père, avec notamment la procréation médicalement assistée, la femme, la mère, par la GPA, en créant une maternité, en faisant croire en tout cas que la maternité ne demandait plus d'avoir un corps, celui de la mère. Oui. On pouvait louer le corps d'une autre. Et donc, si vous voulez, en fait, même c'est très visuel, puisque il n'y a plus de père, ensuite il n'y a plus cette gestation qui demande ensuite un accouchement et puis la vie qui vient. Et puis quand il n'y a plus tout ça, et ben en fait, Peut-être qu'il y a plus d'enfants. Et ben il n'y a plus d'enfants. Ouais. Donc il n'y a plus papa, plus maman, plus d'enfants. Et ensuite, pourquoi pas le remplacer par ce qu'on souhaite. Et donc l'animal, c'est ce qui se rapproche évidemment le plus de l'humain. Ouais. Et pour l'instant, c'est peut-être la limite qu'on a mis aux frontières qui sont brouillées. Mais jusqu'où ? Oui, et ce qui est vrai, s'il fallait faire une éloge de la divergence entre l'enfant et l'animal, il y a une sorte de... Il y a un aspect plus statique, me semble-t-il, dans l'animal. Il évolue moins au cours de sa vie que l'enfant, en tout cas en moins de temps. C'est-à-dire que au tout début, un animal va changer assez rapidement et ensuite, je trouve qu'il se stabilise sur un même comportement relativement prévisible dans la durée. Un enfant, oui, c'est ça. On ne dresse pas on ne dresse pas un enfant. On l'éduque. Et tous les 3 mois, on lui découvre un nouveau super pouvoir qui fait que maintenant il sait parler, il sait marcher, il sait faire ci. Et on est constamment en train de s'adapter et on peut beaucoup moins le mettre dans une petite case mentale rassurante de stabilité qui maintenant, ça va être comme ça, je vais le nourrir à telle heure et plus rien n'a bougé. Il est constamment en train d'évoluer et de nous mettre en difficulté. Il est beaucoup plus difficile en fait à gérer. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'anxiété. Je pense que quand on devient parent, il y a aussi une grande angoisse qui nous submerge. Peut-être que pour la femme, elle vient plus vite puisqu'elle a davantage conscience, elle est mère peut-être plus tôt que le père ne devient père, puisqu'elle porte la vie, elle porte cet enfant. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans les angoisses, et notamment ce qui parfois est décrit par les magazines féminins comme des choses terribles liées à la maternité, et en fait simplement la prise de conscience de notre rôle de parent à l'égard de cette vie nouvelle qui va venir. Donc, moi, je me souviens avoir eu des angoisses profondes parce qu'on a même, c'est un état psychique, on a des souvenirs qui remontent. Ça, c'est prouvé par la neuroscience. Vraiment, la grossesse, ça transforme un peu notre être et ça nous fait être différemment au monde. Et donc, bref, il y a des choses assez profondes qui peuvent revenir. Et puis, la conscience, quand l'enfant est là, de tous les dangers qui existent et qui pourraient l'agresser et lui faire du mal. Et il y a un moment où, justement, c'est là où on doit continuer de s'abandonner, c'est d'accepter de vivre avec cette angoisse pour pas qu'elle prenne le dessus et de simplement accepter de se dire, oui, mon enfant, non seulement sera abîmé par la vie, par le mal, lui-même commettra le mal, et c'est pas terrible de dire ça. C'est que le mal permet aussi de faire émerger le beau. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'il y a quelque chose de négatif que rien d'autre ne peut advenir dans l'existence. Et donc c'est cette ambivalence qu'il faut évidemment gérer quand on devient parent. Et je crois que en fait, les choses se font toutes naturellement et que ça vient à nous. Oui. Notamment simplement parce qu'on décrivait depuis tout à l'heure, les émerveillements du quotidien. Mais il y a cette angoisse, toujours. Et si on prend la question de l'éducation, c'est est-ce que je fais bien en tant que parent ? Et l'extrait que vous avez lu, c'est « Je sais que je ne serai jamais à la hauteur. Mes enfants me feront toujours des reproches. » Me dire, alors surtout s'ils ont des frères et sœurs. Parce que la comparaison est très rapide. C'est génial, en plus aussi de se liguer avec ses frères et sœurs contre ses parents. Et alors, quand on a 3 enfants, on sait que les parents sont en minorité, il faut qu'ils fassent gaffe. Oui. Mais c'est... Faut pas en faire trop, sinon on risque de perdre les votes. Mais c'est ça qui est assez beau, puisque ça ne s'arrête jamais. En fait, quand on devient parent, on comprend qu'on est toujours insuffisant. Et donc, évidemment, il y a des histoires plus complexes que d'autres. Mais tout ce qu'on avait envie de reprocher à nos parents, eh bien, je trouve... On
Ouais. En fait, on pardonne. On Vous pardonne avez une très beaucoup belle de phrase choses. là-dessus, vous dites c'est en devenant mère qu'on devient fille. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire Oui, c'est ça. En fait, je réalise ce que mes parents m'ont donné, et ce, malgré toute mon ingratitude. En fait, quand on donne à son enfant, en effet, lui, aujourd'hui, il ne mesure pas ce que je lui donne. Il voit, évidemment, moi, mon fils me dit souvent merci pour les moments qu'on partage ensemble, etc. Ce qui me touche toujours beaucoup. Mais il y a sûrement un jour où il me dira tu me pompes l'air, j'ai pas envie de te voir, et il aura toute une liste de griefs contre moi. Mais peut-être que le jour où lui-même deviendra père, il se dira mais en fait, elle a composé avec son histoire personnelle, puis c'est ce qu'on fait tous, et elle a su me donner le meilleur d'elle-même, quoi, simplement par amour. Il aura d'autant plus une liste de griefs s'il consulte un thérapeute plus tard qui verra en Voilà. vous la mère toxique nécessairement, ça c'est terrible. Et sur ça, vous avez parlé de maternité un peu, je me sens autorisé de parler un peu de paternité. Vous citez un très bel ouvrage de Fabrice Adjadj, Comment devenir père avec Saint-Joseph, qui est très amusant, dans lequel il dit plusieurs choses qui m'ont marqué. Il dit le père donne le nom et le nom, donc à la fois celui qui pose la limite et qui transmet le nom de famille. Et il dit par contre que donc si le père nomme, alors il perd souvent la bataille des prénoms, c'est vrai. Alors, ça c'est la contrepartie. Il gagne le nom de famille, mais il perd souvent le prénom. Le coup classique, c'est la femme qui, au moment d'accoucher, donc ce moment le plus vulnérable, lui impose un prénom, et là il est personne pour refuser, et il perd cette bataille-là. Mais par contre, si le père nomme, le moment où il devient père, et ça j'ai trouvé ça très beau, et j'ai moi-même eu la chance de le vivre, c'est lorsque l'enfant le nomme, lorsque l'enfant l'appelle père. Et là, il a la vie qui passe au ralenti, et il comprend, il est foudroyé par la responsabilité de l'existence, qui est que désormais, c'est à lui d'assurer cette charge-là. C'est lorsque son enfant lui dit papa, que d'un seul coup, les épaules s'élargissent, le sac à dos de responsabilité s'affale sur le dos, et là, il faut se tenir droit. Et un moment que moi j'ai trouvé très, très marquant, c'est, je dirais, l'inutilité inquiète du père lors de l'accouchement. C'est-à-dire que le père disparaît lors de l'accouchement. Et c'est très intéressant, même dans le regard des sages-femmes, il est absent. C'est-à-dire qu'il est là, assis à côté, parfois, s'il a la chance de pouvoir être là à temps. Le centre de l'attention, par définition, n'est pas là, il est à côté. Et tout au plus, on va le solliciter pour être une paire de mains en plus pour aider. Mais il est là, il se sent inutile, il est forcément très inquiet de la situation, et parfois certains s'évanouissent, d'autres quittent la salle. Enfin bon, et à la fin, l'enfant arrive au monde, il est donné à la mère en premier lieu, et ensuite la mère choisit ou non de reconnaître l'enfant. Et Adjadj a des très belles pages là-dessus où il dit il y a toujours une confiance dans ce geste-là, et que même ceux qui font un test de paternité, donc qui montrent leur absence de confiance auprès de la mère, ce qui est toujours terrible, en fait reportent leur confiance sur le test de paternité et sur la technique, sur l'entreprise qui prétend pouvoir lui faire ce test de paternité. Et que donc le père est toujours différé ou reconnu plus tardivement, secondaire dans le processus, et arrive après. Oui. Et en fait, c'est le difficile équilibre. À plusieurs moments, j'essaie de définir ce qui est... Alors, une mère, ça me paraît plus facile, puisque je sais ce que c'est. Et le corps se rappelle à la mère beaucoup plus souvent qu'au père. Absolument. Et le père, c'est toujours plus compliqué. Donc, j'essaie d'observer des similitudes entre mon propre père, mon époux, et les hommes que je côtoie. Et c'est vrai que... Comment dire ? En fait, oui, c'est cet entre-là permanent entre la nature et la culture. Quand on est une femme, je pense qu'en fait, dans les deux cas, quand on sait qu'on devient parent, quand la vie s'impose à nous. Peut-être que c'est quand votre fille vous dit papa. D'un coup, une prise de conscience. Une femme, ça peut venir très tôt. Alors, pas toutes, mais parfois, ça peut être dès les premières semaines de grossesse, parce qu'on sent notre corps changer. Et on peut prendre conscience déjà qu'il y a une vie qui est en train de croître en nous. Enfin, c'est fascinant. Et moi, je l'ai vécu très fort, très vite. Je me souviens de mon mari qui me disait oui, moi, c'est abstrait. Et il essayait, mais bon. Alors, il y a les échographies qui permettent quand même aujourd'hui une sorte de prise de conscience de ce qu'est cette vie intra-utéro. Mais ça ne fait pas tout.
Et en effet, je pense que le père a peut-être besoin de concret, puisque son corps n'est pas le corps qui engendre. Non. Enfin, il est engendré par celui de la mère, donc c'est en effet différé. Ouais. Et il a besoin de la reconnaissance de la mère. C'est ce qu'en effet écrit très bien Fabrice Adjadj, qui lui dit, voilà, je te reconnais comme père, et c'est elle qui lui donne l'accord de poser son nom, justement, accolé au prénom de l'enfant. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. J'essaie d'aller... j'essayais de revenir sur un peu les moments clés. Alors maintenant, on propose au père de couper le cordon, donc il y a quelque chose quand même qui est très significatif, je trouve, dans ce geste. C'est le père qui, le premier, même si l'enfant est en effet sur la mère à ce moment-là, généralement déjà, qui le premier opère la séparation fusionnelle qui existe entre la femme et l'enfant et qui est nécessaire. Par exemple, alors ce n'est peut-être pas une loi générale, mais j'essaie de dire ce que vraiment j'ai vécu. Mes enfants, ils viennent toujours vers moi pour des câlins, pour être réconfortés. Alors ils demandent aussi des câlins à leur père, mais ils vont plutôt le prendre par la main et lui dire « Viens, on va dehors, on va aller jouer au foot, on va aller au parc, etc. » C'est comme si mon mari était celui qui leur permettait de sortir du foyer. Et je suis moi-même le foyer, puisque dans le sens où j'étais l'enceinte qui les a portés. Le foyer initial. Voilà, absolument. Et lui, il est celui qui les pousse vers le dehors, quoi. Qui rompt ce lien et qui aussi les emmène vers l'extérieur pour faire d'eux des hommes. Des hommes qui, un jour, quitteront leur père et leur mère. Et c'est intéressant ce que vous dites. Il y a eu un sociologue, Vincent Kochbert, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La civilisation du cocon » il y a quelques années. Très intéressant. Qui avait, oui c'est vrai, et qu'il est cité, qui, de ce que je crois comprendre initialement, était une enquête sur le Covid, au sens où on va interroger des gens qui sont enfermés chez eux et qui sont très tristes d'être enfermés chez eux, etc. Et il se rend compte au fur et à mesure de son enquête qu'en fait, ils n'étaient pas si tristes que ça d'être enfermés chez eux, ce qui est assez intéressant. Et le cocon, en soi, est une métaphore fétale. Enfin, c'est-à-dire que c'est un retour vers le fœtus, pourrait-on dire. Et je trouve que là-dedans, ça montre qu'il y a une dépréciation du rôle du père, ou en tout cas une perte de confiance du père dans son rôle. Le père, c'est un peu ce que vous disiez là, la phrase apparaît violente, c'est celui qui expulse. C'est celui aussi qui met l'enfant en dehors du foyer en disant, soit à 18 ans, de façon un peu définitive, en disant désormais va vivre ta vie ailleurs, tu abandonneras ton père et ta mère, mais aussi celui qui pousse l'enfant à sortir de sa zone de confort, à sortir de son train-train, et il y a un peu cet aspect va te faire des bleus, comme on pourrait dire, et ensuite tu reviens à la maison, tu seras bienvenu ici, mais par contre, deviens un homme, sors de son confort, dépasse-toi. Rabinovitch dirait certainement que c'est un amour conditionnel, en disant si tu arrives à sauter aussi haut pour me taper la main, bah, tu pourras me taper la main, versus l'amour inconditionnel de la mère qui est premier chronologiquement, qui fait que l'enfant sait qu'il a un foyer, mais le père sort l'enfant de chez soi, me semble-t-il. Et donc, vers cette civilisation du cocon, on voit qu'on a une dépréciation du rôle du père, parce que le moment fœtal est sans cesse reproduit par... Jérôme Fourquet parlerait dans sa note sur les Français post-Covid avec Jérémy Pelletier d'achat de plaids, donc la volonté de recréer même un endroit confortable et douillet à l'intérieur, le fait que les gens ne sortent plus de chez eux quantitativement. Il y a par exemple certains écoliers américains qui ont moins de temps en extérieur que des prisonniers américains, ce qui montre encore une fois le côté vraiment génération indoors qui ne sort pas de chez elle. Et il y a une grande difficulté à être capable de sortir du confort. Et une volonté de recréer les premiers instants de la vie, comme si on regrettait là aussi l'existence, qui est une expulsion, commence par une expulsion, quand même pas rien, et là-dessus une incapacité à couper le cordon. Et pourquoi ça m'intéresse tant dans cette passivité du moment fœtal, on va dire, on peut dire qu'on revient vers les premiers instants de la vie, mais en réalité il me semble qu'il y a un peu une sorte de souhait de mort, parce que déjà la passivité totale, c'est la mort, et ensuite il y a une sorte d'indifférenciation du cadre dans lequel on vit. Quand Lasch parle de narcissisme, il dit que c'est une volonté de recréer le moment fœtal. Parce que le mythe de Narcisse, c'est pas simplement quelqu'un qui se regarde chez les Grecs dans une flaque d'eau et qui voit son reflet, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se distinguer de son entourage.
Parce que Narcisse regarde autre chose que lui-même et se perçoit lui-même. Et l'enfant, dans le moment fœtal, il ne se distingue pas de son entourage parce qu'il croit faire un avec la mère. Il n'a même pas de désir, parce que ses désirs sont accomplis immédiatement. Il est constamment... il a des tubes, en quelque sorte, qui lui donnent tout ce qu'il veut. Et on cherche à recréer cette situation la plus précisément possible avec la livraison à domicile, avec le streaming qui permet, et Internet, d'avoir à 2 clics tous ses désirs assouvis, et de même d'abolir la notion de frustration du désir, parce que les désirs sont immédiatement assouvis. On aura bientôt des drones Amazon qui, en une demi-heure, pourront déposer dès notre fenêtre tout ce qu'on souhaite avoir. Et je pense qu'en réalité, c'est là un désir de mort. Vous parlez de pulsion de mort dans votre ouvrage. C'est une sorte de désir de mort, parce que c'est une passivité totale, on n'a plus à sortir de chez soi, et une indifférenciation avec son entourage, où par exemple, le fauteuil, le siège de bureau, la chaise de table, le canapé fusionnent et on travaille sur l'un, on mange sur l'autre. Il n'y a plus cette différenciation des rôles et des modes au sein du foyer. Et là-dessus, il me semble que ce retour vers le fœtus est en fait une sorte de désir de mort, de passivité et d'indifférenciation avec son entourage, sachant que là aussi, qu'est-ce qui s'indifférencie le plus? C'est un cadavre. Le cadavre finit par se décomposer et s'indifférencier avec son entourage, à tel point que 10 000 ans plus tard, on n'arrive plus très bien à distinguer de ce qui est autour de lui. Oui, la pulsion de mort, bon, j'explique que c'est un peu... c'est un moment un peu complexe parce que c'est d'expliquer comment est-ce que la philosophie a été imprégnée de cette conception de la pulsion de mort, c'est-à-dire comment est-ce que on a pu faire de la vie l'alpha et l'oméga de toute philosophie, mais plutôt la mort. Et donc, pour rejoindre la conversation qui était la nôtre, évidemment, quand on arrête de transmettre à tous les niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit pour notre patrimoine, la vie, etc., évidemment, on est déjà habité par cette pulsion de mort. La pulsion de mort totale, c'est quand on arrête de se reproduire et que l'humanité n'est plus. Oui. Mais évidemment, c'est un engendrement qui n'en finit plus. Et je pense que ça part au départ d'une rupture dans la transmission. On est vraiment au bon endroit. Et là où c'est intéressant dans le développement que vous faisiez, c'est que, en effet, je pense que cette pulsion de mort est aussi liée à une difficulté dans l'extériorisation, dans cette incapacité à extérioriser. Le père, je crois qu'il faut un peu s'attarder sur son rôle, puisqu'il est censé être celui qui extériorise. S'il n'y a plus de père aujourd'hui dans les foyers, ou que son rôle est sapé, ou en tout cas minoré, même si l'homme est forcément aussi un être négatif aux yeux des contemporains, comment est-ce qu'on peut espérer finalement des individus ensuite qui sont pris par la main pour découvrir justement le monde dans son inconnu. Faire ce saut dans l'inconnu, une fois qu'on a donné la vie, demande aussi d'être accompagné. Et je pense que la déconstruction de la famille, de la même manière que la rupture de la transmission, tout ça est évidemment lié. Et c'est ce qui travaille cette pulsion de mort. La question, c'est comment est-ce qu'on répond à cette pulsion de mort, comment on fait en sorte aujourd'hui qu'elle cesse, qu'elle ne devienne pas, qu'on n'arrive pas à la fin non seulement de notre civilisation, mais aussi de notre humanité. Et moi, j'essaie d'y répondre en faisant l'éloge de la vie, en disant tout ce qu'elle peut apporter pour essayer de montrer que c'est quelque chose je crois que pour le coup, on ne regrettera jamais, contrairement à ce qu'on peut entendre. Je pense que quand on fait le film de sa vie, quand on est un vieillard, on ne retient pas ça. Alors, on peut vivre des choses exceptionnelles dans sa carrière, on peut faire des rencontres, etc. Mais c'est cette aventure d'abord. C'est qu'est-ce qu'on a construit sur cette terre, qu'est-ce qui va me continuer. Et évidemment, tout est vanité. Et je pense profondément que le fait de donner la vie et de savoir que ceux qu'on a engendrés engendreront aussi, ça donne un sens à ce passage sur Terre. Une façon de le résumer, c'est qu'est-ce qu'on écrit sur les épitaphes. On ne met pas Robert, propriétaire d'une Renault Mégane. On écrit Robert, père de 3 enfants, mari de machin, etc. C'est-à-dire que
implicitement, on sait synthétiser l'essentiel en quelques mots lorsqu'il le faut sur les épitaphes, sur les tombes. Alors, est-ce que dans cette optique de transmettre non seulement la vie, mais également des choses à lire, il y a un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Alors, on n'est pas très vieux, mais quand même, on peut toujours s'y mettre plus tôt, qui vous paraît pertinent. Alors, cette question, elle est un peu vertigineuse parce que j'y ai réfléchi de manière très angoissée juste avant. En me demandant si il y avait vraiment des livres que j'aurais aimé lire plus tôt, parce que je suis persuadée qu'un livre, c'est un peu comme une rencontre. On le fait parce qu'aussi à un moment, on est happé par le livre. Il a quelque chose à nous dire et c'est pour ça qu'on s'attarde sur lui et qu'on a envie de l'ouvrir et de s'y plonger. Mais il n'empêche que, et c'est assez incroyable, je ne l'ai pas lu avant d'écrire ce livre, ni même pendant l'écriture. C'est après, quand j'ai sorti le bouquin, il y a 2 personnes qui venaient de découvrir, donc c'est un livre qui est un peu tombé dans l'oubli, un bouquin de Jean Dutour qui s'appelle 2024, donc c'est assez incroyable. Donc ça c'est un peu moche, mais c'est chez Gallimard, chez NRF, donc ça c'est plus joli. Et c'est fascinant, ce livre a été écrit en 75. Jean Dutour imagine 2024, un monde où il n'y a que des jeunes. En fait, l'humanité a cessé de se reproduire, les gens n'ont plus d'enfants, et d'ailleurs il n'y a même plus de jeunes, il n'y a que des vieillards. L'âge moyen c'est à peu près 80 ans, donc c'est fascinant. Et donc c'est très drôle parce que il tire évidemment sur le trait, mais c'est assez fascinant, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ignorais totalement l'existence, et donc là, on me l'a fait envoyer, c'est adorable. Et il y a beaucoup de choses qui rejoignent notre discussion, qui sont dites de manière très littéraire. Et j'aimerais bien me permettre de faire comme vous l'avez fait au début de l'émission, citer un passage que je trouve assez émouvant. Le livre commence par... Donc, en fait, il y a ce narrateur qui est un vieillard. Il n'est pas très vieux, lui, il a 70, je crois. Et il tombe sur un père et son fils. Donc déjà, il est fasciné par l'homme qu'il voit, puisqu'il a une trentaine d'années, et ça, il ne le voit plus jamais dans la rue. Et après, il voit qu'il tient la main d'un petit garçon. Donc c'était très beau, parce qu'il les aborde, et puis lui-même, on le voit qui renaît, qui commence à se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, juste avant ?» Il a eu 3 épouses, et avec ces 3 épouses, non seulement les mariages n'ont pas tenu, mais il ne reste pas grand-chose, parce qu'il n'y a plus de symbole de cet amour qui fut. Et il se dit, mais peut-être que si avec elle, on avait eu un enfant, peut-être que, je ne sais pas si ça aurait tenu, mais peut-être que notre vie aurait eu un sens. Donc c'est très beau. Et donc il se met à la place, il essaie de réfléchir sur ce que les vieillards ont à apporter au monde. Donc il dit, on sait ce qu'étaient les vieillards d'autrefois, quelquefois méchants ou aimables ou austères. Des dizaines d'auteurs les ont décrits. Du moins possédaient-ils quelque chose d'unique, qui était leur vieillesse, justement, et qui faisait d'eux des êtres un peu à part, un peu supérieurs. La vie leur avait, fût-ce à leur corps défendant, enseigné quelques secrets que les autres hommes n'avaient pas encore pénétrés. Peut-être n'étaient-ils pas devenus beaucoup plus sages, mais on les respectait parce que leur passion s'était éteinte. Les vieillards d'aujourd'hui sont d'anciens jeunes, des adolescents momifiés, qui ont le double malheur de n'en savoir pas plus que lorsqu'ils avaient 20 ans et de n'avoir plus de force. Cela tient d'abord, bien sûr, à l'éducation déplorable qu'on dispensait au XXe siècle. Et ensuite, à mon avis, au fait que personne ou presque n'est venu derrière eux. Que le monde ne s'est pas renouvelé à mesure qu'ils avançaient en âge. Que des hommes plus jeunes et des enfants n'ont point été présents pour les aimer, les écouter, c'est important, les bousculer, recueillir de leur bouche telle ou telle recette ancienne de bonheur ou de savoir-faire. En fait, l'enfance, c'est la démolition de nos plans, par excellence. On avait prévu de faire ceci et absolument. Il y a cet aspect, il y a cette phrase amusante qui était de dire avant j'avais des principes et maintenant j'ai des enfants. Et c'est un peu ça. Et là-dessus, l'enfant vient, une espèce de dose de concret qui vient détruire des plans sur la comète, des abstractions hors sol, qui sont recadrées par la dimension imprévisible et très terre à terre que l'enfant peut avoir, notamment dans ses questions. En tout cas, fascinant de lire ça en 2024. Je me suis toujours demandé ce que les gens qui lisaient Orwell en 1984 devaient se dire également. Et là, c'est très drôle parce que, évidemment, il tire le trait. Hein, c'est un univers de vieux comme il l'écrit. Mais il y a des choses aussi très parlantes. On voit que le Conseil de Paris a débaptisé des noms de rues. Ça arrive à des gens bien. C'est vraiment fascinant, en fait. Donc, il explique, voilà,
quels sont les changements qui ont été faits. Et en fait, c'est le cœur de notre discussion. On a arrêté de transmettre et donc les gens n'ont plus voulu transmettre eux-mêmes la vie. Et parce que d'abord, on a arrêté aussi de transmettre simplement, le passage que j'ai lu, une éducation déplorable. Donc en fait, qu'est-ce qu'on avait à donner à ceux qui allaient arriver à rien? Donc autant mourir, quoi. De la stérilité culturelle à la stérilité physique. Et alors, plus généralement, c'est tout à fait dans le thème de la conversation, qu'est-ce que la lecture vous a apporté, notamment dans votre métier, donc vous êtes journaliste idée au Journal du Dimanche, et avant ça aussi à Vox, à Limite, etc. Vous avez été baigné dans le monde du livre. Qu'est-ce que ça vous a apporté et pourquoi c'est important pour ceux qui nous écoutent, notamment de notre génération, qu'ils lisent? C'est marrant, j'ai souvent essayé de réfléchir à ce qu'apportait vraiment la lecture et je me souviens d'un prof en prépa, mon prof de français, qui s'était énervé quand quelqu'un avait dit c'est pour m'évader que je lis. Il avait dit mais c'est tellement con de dire ça. Alors, il était monté sur ses grands chevaux. Il dit la lecture, c'est pas fait pour s'évader, ça dit au contraire des choses. Et j'avais trouvé ça assez vrai parce que moi je n'avais pas l'impression de m'évader en lisant et j'avais l'impression plutôt de mieux comprendre le monde dans lequel j'étais, l'existence aussi, tout simplement. Et moi, j'ai d'abord lu des romans, mais je dirais plutôt... comment dire? Enfin, je lisais un peu ce qui venait, quoi. Beaucoup de classiques, mais aussi beaucoup de littérature contemporaine, notamment des romans d'amour. Enfin, ma prof de français au lycée disait que j'étais très romantique, ça m'insupportait. Et ensuite, j'ai découvert la philosophie. Et donc là, on rentre dans des lectures un peu moins sexy, un peu lourdes, mais qui, pour le coup, essayent vraiment de donner un sens à l'existence, essayer de comprendre le monde dans lequel on est plongé. Et là, c'était assez fascinant, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un livre de philosophie, on rentre dans un système de pensée différent, et on est obligé de laisser de côté, contrairement peut-être à la littérature, qui on est, pour accepter d'entendre la pensée de l'auteur, la faire sienne, pour ensuite peut-être soit l'assimiler d'abord, mais aussi pouvoir la critiquer. Et donc ça, c'était vraiment... je pense que j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à la philosophie. Et la philosophie permet de penser, elle permet d'élaborer des développements intellectuels. Mais je dirais qu'aujourd'hui, même si j'arrête pas de lire de la philo, mon métier c'est de lire aussi des essais, mais ce qui m'apporte le plus de joie, c'est de lire de la littérature. Et donc je redécouvre des classiques, je relis beaucoup de livres que j'ai déjà lus. Et en fait, il n'y a pas trop d'âge, je crois, pour lire des livres. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus quand j'étais ado qui m'ont marqué, qui étaient un peu mes livres préférés. J'ai fait l'erreur de les relire et donc ce ne sont plus mes livres préférés. Et surtout pas. Mais je les lis différemment. Et ça, c'est génial de voir qu'aux différents âges de la vie, en fait, les livres nous apportent quelque chose de différent. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard, même quand on n'a pas reçu ça jeune, que peut-être dans notre environnement, il n'y avait pas de livres. Et donc on n'avait pas cette possibilité, simplement, cette culture du livre. Je crois qu'on peut, à chaque âge de la vie, il y a des lectures différentes, il y a une possibilité au travers du livre, d'apprendre différentes choses. Et moi, je crois vraiment ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est la littérature. C'est dans la littérature que j'arrive à trouver de l'émerveillement, beaucoup plus que dans la philosophie. Donc je pense que ça reviendra. Mais parce qu'il y a simplement une sensibilité des mots, des rythmes qui n'existent pas dans la philosophie, pas toujours, rarement. Il y a quelques philosophes qui écrivent très bien, mais du coup, ils disent moins de choses. Ils sont rarement allemands. Et voilà. Et je voudrais pas désespérer des gens qui ont peur, en fait, de lire. Si vous n'avez jamais vraiment lu, commencez par des petits livres. Oui. Commencez par des petits folios, peut-être à 2 € qui sont pas épais. Et petit à petit, ça va devenir une habitude. Oui. C'est la fameuse habitude, quoi. Il faut lire pour que ça devienne un plaisir. Quand on n'a pas peut-être naturellement accès à la littérature. Et commencer par aimer la chose en elle-même, quelle que soit son incarnation. Et ensuite, on peut passer à peut-être du plus exigeant. Mais d'abord, s'habituer au plaisir de la lecture pour ensuite peut-être monter en gamme dans ce qu'on lit. Oui. En tout cas, Aziz Lecor, merci infiniment pour votre disponibilité.
Merci à vous pour cette discussion. C'était très bien. Vous avez transmis la vie de foi et plein de choses encore lors de cet entretien. Je réitère le titre de votre livre, L'enfant et l'avenir de l'homme, chez Albin Michel. Merci infiniment. Merci Pierre-Antoine.